De retour, Colin. Yeah, épisode 3. Épisode 3, il s'est passé bien plus de temps. Là, on a pris une pause de genre 10 minutes. Oui. Fait que ça m'a donné le temps de boire un gourou. J'ai plein de café, moi. J'ai plein de café dans le système. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de supplier une compagnie à chaque épisode d'une commandité. Là, ça serait gourou. Parce que ça demande de l'énergie renverser le capitalisme. Je sais pas si c'est un bon pitch de vente. Je sais pas tant que ça, mais à voir. Mais entreprise québécoise quand même, non? Oui. Okay. Québécois, c'est des produits naturels, hein? On va arrêter de faire du placement de produits gratis, là, c'est ça. Non, on n'est pas payé. Bon, OK, fait que voilà. Au dernier épisode, quand je t'ai laissé, je t'ai promis qu'on allait parler de la fois où Amazon a manqué mourir. Oui, tu m'as promis qu'on parlerait plus d'espace aussi. Non, c'est terminé. Parfait. Génial. Donc, il y a eu, honnêtement, le ratio de Katy Perry dans cette saison-là est moins élevé que je pensais. Oui, on en reparlera. On a parlé une fois. Je pense que son nom a été nommé une seule fois. Pour le podcast sur Justin, peut-être. Saison 18. Il est pas assez riche, mais il est pas assez riche. Donc, tu sais, ça, qu'on s'est laissé, Jeffy B et sa femme venaient de lancer Amazon, ça se passait bien. Comme je t'ai dit, dans le premier mois, ils ont vendu des livres dans chacun des États américains. En plus d'en avoir vendu dans 45 pays, en seulement un mois d'existence. La première semaine, ils ont fait 12 000 en vente et 511 000 de ventes dans la première année. Donc, c'était vraiment au-delà des projections, même les plus ambitieuses de Jeff Bezos. Le bout que je t'ai pas dit, par contre, c'est qu'en 1994, ils ont perdu 52 000 et en 1995, c'était pas encore fini. L'année n'était pas encore finie, puis ils s'enlignaient pour perdre 300 000. Ses parents ont beau être riches. OK, fait que c'était vraiment à perte. Ça roulait à perte. Les ventes allaient bien, mais ça roulait à perte. Okay. Ça a pris des années avant. Ça dépend vraiment comment tu le présentes, parce que dans l'épisode dernier, la façon que c'était comme la période dans le montage d'un film où c'est comme ça commence à bien mais là, qui finalement, il roulait à perte. Oui, ils ont atteint 1,6 milliard de ventes en 2000, mais ils avaient perdu plus qu'1,6. Okay. Donc, ses parents ont beau être riches, ils allaient avoir besoin d'argent s'ils voulaient qu'Amazon survive. Puis là, en passant, malgré tous les défauts que je peux trouver à Jeff Bezos, puis tu vas voir que dans les prochains épisodes, il y en a quand même pas mal, je pense vraiment pas qu'il ait escroqué ses parents. Là. Quand il leur a emprunté l'argent, il leur a dit « J'estime que 70% de chances que je perde tout votre argent. » Puis si vous investissez, je veux que vous le sachiez, puis j'aimerais ça être invité à Thanksgiving l'année prochaine, pareil. Puis ses parents ont accepté en faisant, on comprend. Il leur a pas menti, je comprends. Non, il y a plus de chances qu'on perde notre argent qu'on le gagne. C'est correct, on investit en sachant ça. Et ils ont pris une chance sur leur fils, mais alors que ça a payé, parce que le 250 000 d'investissement vaudrait aujourd'hui probablement des dizaines de milliards. En fait, ils sont morts les deux, là, maintenant, fait que je pourrais pas dire exactement qui possède quoi, tu sais, par là, mais c'est sûr que leur part des choses valait des milliards et des milliards. Mais l'affaire, ça, c'est... Je comprends, il leur a pas menti puis rien, mais fait qu'eux, ils ont pas buy-out avant de mourir. Fait que probablement que toutes leurs parts reviennent à leur fils qui est les autres. Je comprends, mais je sais qu'ils ont fait de la philanthropie quand même dans les dernières années. Fait que probablement qu'ils ont quand même dû en retirer une partie, là, mais voilà. Donc, il a fait une première ronde d'investissement privé auprès de collègues, amis, des gens d'affaires de son entourage et des amis d'amis. Il a ramassé à peu près 5 millions à coût d'investissement de 50 000. Il demandait des investissements de 50 000, t'allais chercher 5 millions. Ça n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas grand monde qui croyait au modèle d'affaires. Il paraît d'ailleurs que dans ses rencontres, quand il allait pitcher à des investisseurs, la question qu'il recevait le plus souvent, c'est quoi Internet? Exactement. C'est vraiment ça. Faut que tu passes, c'est ça, tu pars de loin. Là. À chaque fois, il fallait ton PowerPoint, il y a beaucoup de slides. Déjà, PowerPoint, tu vas y fucker ben raide, là, parce que leur question, c'est quoi Internet? Fait que commence pas à faire des transitions avec des slides, ils sont comme, c'est génial ça, je veux investir là-dedans. T'es comme, non, c'est pas ça la business. Mais incroyablement, donc c'est ça, il a quand même réussi à ramasser l'argent. Ça lui a donné un peu de lousse pour continuer à développer l'entreprise, mais embaucher. En 96, Amazon est passé d'une douzaine d'employés à 150. Donc, c'est une croissance vraiment exponentielle en un an. Et là, je vais commencer à parler de Jeff Bezos comme patron. Et apparemment, dès le jour 1, c'était un fou furieux. Premièrement, il voulait absolument les gens les plus intelligents pour travailler chez Amazon. Bon, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Mais il faisait les entrevues lui-même. Et il demandait aux candidats leur score SAT. Donc ça, c'est le score uniforme au secondaire. Ouais. Là. C'est quasiment comme demander son QI à un employé, un candidat. Il a aussi imposé une règle que chaque fois qu'il embauchait quelqu'un chez Amazon, il fallait que le candidat soit plus intelligent ou talentueux que la dernière personne qu'il avait embauchée. OK. Mais à un moment donné, tu plafonnes en hostie, me semble. Il paraît que ça frustrait énormément ses collègues, d'ailleurs, en charge des embauches, parce que, tu sais, des fois, t'as besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone ou pour faire... T'es comme, c'est pas grave s'il peut pas citer Shakespeare par cœur, là, comme... Mais voilà. Oui, peu importe le poste, en fait. Peu importe le poste, la absolument. personne devait être plus intelligente que la personne précédente. Ouais. À un moment donné, je pense qu'il n'y a pas eu le choix de relâcher ça, parce que c'est pas réaliste, là. Comme quand t'es rendu à 500 000 employés. Tu peux pas avoir juste 500 000 génies, là. Mais je reviens en arrière 2 secondes aussi. C'est fou parce que, fait que pendant plusieurs années, ils ont été à perte.
Fait que ce modèle-là d'entreprise, je pensais que c'était plus récent dans les affaires de la tech à la Uber. Là, on le sait que Uber, pendant des années, ils ont perdu plein d'argent. Mais fait que dès les premiers balbutiements d'Internet, les entreprises essayaient de construire des gros monopoles en étant à perte pendant des années. Puis c'était comme, hey, ça va marcher à un moment donné, mais faut juste qu'on tue toute la compétition avant de commencer à faire des profits. Ça va être un sujet là, qui va revenir plus tard dans la saison, mais ça a été un énorme avantage compétitif pour Amazon parce que les investisseurs leur permettaient de rouler à perdre quand ils ne le permettaient pas pour leur concurrence. Mais ça, on va y arriver. L'autre erreur, en fait, quand ils faisaient des entrevues d'embauche et qu'il fallait surtout pas commettre, c'était de parler d'équilibre travail-famille. Apparemment que dès que tu mentionnais ça, ton dossier était automatiquement refusé. Bezos ne croit pas à ça, l'équilibre travail-famille. Faut pas que tu aies d'autres vies. Ouais. Et c'est facile à dire quand même, quand c'est toi qui as tout à gagner des succès de l'entreprise. C'est ça. Quand tu es un employé payé 60 000 par année, oui, au début, tu sais, tu avais même encore aujourd'hui, dépendant des postes, tu peux avoir des actions d'Amazon. Tu sais, éventuellement, il y a beaucoup de gens qui étaient là au tout début, qui ont fait fortune, qui sont devenus des multimillionnaires, là. Et c'est pas plus, si c'est pas plus, mais c'était un pari quand même. Oui, tout à fait. C'est plus facile de parier sur soi-même que de parier sur ton boss qui est super méprisant. C'est plus gratifiant aussi, oui. Et d'ailleurs, Amazon, encore aujourd'hui, est vraiment pas généreux en perks. On a souvent l'image des compagnies de tech que c'est genre qui ont des campus où tu peux te déplacer partout, puis il y a des massages. Puis, okay. C'est pas ça chez Amazon. Ils trouvent que les employés gâtés sont moins performants et veulent des employés qui sont là parce qu'ils tripent sa compagnie et pas des employés qui restent là parce qu'ils sont bien. Même au début, ils refusaient d'offrir le transport en commun gratuit à ses employés parce qu'ils disaient que s'ils faisaient ça, ses employés allaient vouloir absolument partir avant le dernier bus. Et ils voulaient être capables de les garder plus longtemps s'il y avait encore de l'ouvrage à faire. Mais achète-leur des chars à ce moment-là. Mais non, ça non plus. Non. Il était très exigeant. Il révélait pas ses plans, même à ses plus proches collaborateurs comme Shell Caffen. Il demandait juste beaucoup de travail à ses employés sans leur donner d'infos sur les objectifs de l'entreprise et en leur donnant pas beaucoup de confort et un salaire modeste. Ça me semble toutes des très mauvaises idées de... tu sais, si tu veux... Après ça, on parlait après c'est des entreprises où tu vois le CEO comme un gourou, il y a une vision, faut que tu crois... C'est comme, fais-moi confiance, mais je te présente pas une vision à laquelle tu peux croire. Mais je veux que tu tripes en malade sur l'entreprise, mais je te dis pas ça va être quoi dans 5 ans. C'est vraiment... Ouais. Mais en même temps, c'est ça, il finissait par juste s'entourer de monde qui était complètement des believers, des croyants, des croyants. Mais des croyants aveugles ça. Mais à un moment donné, il voyait les succès de l'entreprise, c'était comme, il sait des affaires que moi je sais pas, je vais le suivre. Ouais. Je pense que ça aide à quelque part, le fait que tu sais pas c'est quoi sa réflexion, t'es comme quand il réussit de quoi, c'est comme, il a fait de la magie, tu comprends ce que je veux dire? De garder comme un tour de magie, les gens peuvent pas te rendre compte que tu fais de la bullshit si tu dis rien, genre. Puis tu peux pas deviner le plan. Ouais. En tout cas, bref, voilà. C'était aussi un gâcheux de party. Un des petits fun des employés, c'était de checker dans le serveur le nombre de livres vendus, les chiffres de vente, tout ça, pour se rassurer. Ça donnait un métrique de regarder tout le progrès qu'on fait. À un moment donné, les employés ont réalisé que c'était la première journée où Amazon passait le cap des 5000 de ventes en une seule journée. Un de ses employés a proposé de faire un petit party au bureau pour fêter ça. On reste après, on s'achète des bières, tout ça. Il a répondu « Non, on va passer beaucoup de cartes comme ça, puis c'est pas comme ça que je veux gérer mon entreprise. » Au moins, il est égalitaire, il maltraite tout le monde, peu importe l'échelon. Au début des années 2000, il se peignait toujours avec le vice-président de service à la clientèle, Bill Price. Il le détestait, entre autres, parce qu'il avait osé demander dans une réunion pourquoi les hauts cadres ne devaient pas voyager en classe affaires. Ça donnait un coup sur la table, et il a dit « C'est l'idée la plus conne que j'ai jamais entendue. » Okay. La table qui était une vieille porte avec 4 pattes, oui. C'est pas la seule fois où Price s'est fait engueuler devant tout le monde. Pendant les fêtes de 2000, Bezos était fru parce qu'il trouvait que le temps passé au téléphone pour chaque client était trop long et que les clients rappelaient trop souvent. Price essayait d'expliquer que c'est difficile de réduire les deux. Si tu réponds super vite à un client, il y a plus de chances que tu ne règles pas complètement son problème et qu'il rappelle. Et à l'inverse, si tu veux pas que les clients rappellent, il faut que tu passes beaucoup de temps avec eux, probablement. Mais Bezos n'était pas d'accord parce qu'anyway, il trouvait que personne ne devrait appeler. Il voulait c'est ça. L'autre stratégie, c'est la stratégie de Bell où tu fais juste les mettre en attente tellement longtemps qu'ils vont juste raccrocher puis pas essayer de te rappeler. Puis en fait, lui, il voulait déjà un système, on est en 2000, là, il voulait un système automatisé en ligne où le monde allait régler leurs problèmes tout seul en self-service, en service autonome. Puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Là, aujourd'hui, j'ai déjà travaillé au service à la clientèle, je fais une petite parenthèse de vie personnelle, mais je travaille au service à la clientèle d'une compagnie de carte de crédit. Là, et quand il fallait, pour pouvoir te faire rembourser, par exemple, je sais pas, il y avait un produit qui n'avait pas fonctionné, puis tu voulais faire une plainte, une annulation de la transaction, il faut qu'à un premier temps, le client ait tenté de contacter la compagnie. Oui. Le nombre de fois où j'ai cherché des numéros de téléphone d'Amazon que les clients puissent appeler, là. Puis qu'il y avait juste pas de moyen de... Mais c'était trouvable, mais genre ça prenait une demi-heure de recherche. Là. C'est vraiment, vraiment difficile de parler à quelqu'un. Donc c'est ça, un moment pour revenir à notre ami Bill Price qui était VP de service à la clientèle. À un moment donné, dans une réunion, Price il a dit « Hey, sérieux, c'est pas si pire, notre temps d'attente est à moins d'1 minute au téléphone. »
Fait que Jeff Bezos, il avait un téléphone au milieu de la table, il a composé le numéro en le fixant des yeux, puis il a parti un chronomètre. Finalement, ça a pris 4 minutes 30 avant qu'un employé réponde. L'employé a juste fait « Bonjour Amazon », puis il a juste fait « C'est beau, je l'ai vérifié de quoi », puis il a raccroché au nez. Et il a engueulé Price devant tout le monde en le traitant d'incompétent puis de menteur. Price a démissionné avant la fin de l'année suivante. Okay. Il y a aussi une autre histoire où les employés avaient dû rester passer minuit pour emballer des commandes. Ça avait vraiment été plus long, il était backlog et ça. Et il y a un des cadres qui a dit « Regarde, notre gang est là depuis longtemps, on est rendu passer minuit, ils ont faim. Je leur commanderais de la pizza, tu sais, avec la carte de la compagnie. » Mais ça se dit « Non, si vous avez faim, vous avez juste à vous acheter de la bouffe. » Fait que pas de pizza pour eux. Il était-tu au moins, j'essaie pas de le défendre, mais il était-tu au moins payé overtime ou il était genre payé à journée puis s'il garde? Okay. Je sais pas ça. C'était aussi entendu par tout le monde de façon tacite que tu prenais pas de jour de congé, même pas la fin de semaine. Okay. Fait que c'était des semaines et des semaines sans arrêt quand il y avait des périodes de Mais puis, ils n'ont pas des salaires annuels de fou, là. Tu disais des 60 000 par année, genre. Non, c'était pas. Tout le monde travaillait tout le temps. Il y a un employé qui s'est mis à travailler à l'entrepôt à l'époque, il avait 23 ans. Il se levait à 4h30 parce qu'il fallait qu'il arrive avant le livreur du distributeur de livres qui arrivait vers 6h. Il travaillait toute la journée emballé pour répondre au téléphone, puis il sortait passé minuit. Fait que si tu fais le calcul, il y avait 4h30. Puis ça, c'est pas une journée exceptionnelle, c'est toutes les... C'était la norme. Il avait 23 ans, fait qu'il était capable de le tenir un temps, là. Mais on s'entend, il y avait 4h30 de temps libre par jour. Et c'était pour dormir. Raconte qu'à un moment donné, il était tellement tout le temps à l'entrepôt, genre littéralement 20 heures par jour, qu'il a oublié qu'il avait un char. Parce qu'il allait travailler en vélo le matin. Fait qu'il avait parqué son char dans la rue, dans son quartier. Il l'a oublié. Puis à un moment donné, il a fini par ouvrir la pile de courrier qu'il accumulait chez eux parce qu'à 4h30 par jour, il lisait pas son courrier quand il rentrait. Puis là, il ouvre ses lettres, puis il est comme un ticket, un autre ticket de stationnement. Puis il a amené une lettre que son auto était remorquée. Puis là, il a fait « Ah, c'est vrai, j'avais un char! » C'est quand même fou, ça. Puis je dis « avait » parce que ça faisait tellement longtemps qu'il y avait une lettre que le garage l'avait mis à l'encan. Parce que ça faisait trop longtemps. Y a-tu eu les profits de la vente au moins? Ou non? C'est pour rembourser le prix, l'étiquette puis le prix de la remorqueuse. Il y a un autre employé qui dit qu'il n'a pas quitté son bureau pendant un mois d'affilée. Puis là, je veux pas dire qu'il n'a pas eu de journée de congé pendant un mois d'affilée. Il n'a pas quitté son bureau pendant un mois d'affilée. Fait que lui, il dormait au bureau. Lui, il avait un sleeping bag, puis lui, il s'en servait. Le sleeping bag neuf que Bezos avait encore. Ouais. Et il dit que les bureaux d'Amazon, à cette époque-là, sentaient la marde. Parce que le monde restait là sans se laver pendant des jours. Ouais, c'est facteur. Mais tout le monde travaillait d'arrache-pied parce que le site intégrait des nouvelles fonctions à un rythme fou. À l'été 96, ils ont mis en place une des premières innovations importantes. Puis c'est un système qui est encore super important aujourd'hui, les liens affiliés. En gros, quand tu partages un lien vers un produit d'Amazon, puis que ce partage-là mène à la vente d'un produit, ben tu recevais une petite cote sur la vente. Puis encore aujourd'hui, c'est une grosse affaire. Quand tu as un influenceur TikTok ou Instagram qui partage des achats ou son haul sur Amazon, je te garantis que tous les liens, c'est tout le temps des liens affiliés. Je suis curieux à quel point ça leur ramène vraiment de l'argent. Ça marche. Okay. Moi, je l'ai fait jadis quand je travaillais pour un site de jeux vidéo, tu sais, puis qu'on écrivait des guides de les accessoires essentiels pour ta Switch ou c'était tout le temps tous des liens affiliés. Puis même si on était un petit site, on faisait quand même quelques sommes intéressantes. Par vente, c'était quoi? C'est sur l'affaire de quelques sous par vente. C'est juste avec le volume. Je me souviens plus, mais c'était un pourcentage, c'était pas si mal. OK. Tu sais, comme je me rappelle à un moment donné, quelqu'un avait acheté un cossin, je pense un ordi, mettons, à 2000$ en passant par un des liens. Puis, tu sais, je sais pas, le site avait retiré peut-être 50$ là-dessus. Tu sais, comme ça peut faire ça peut monter vite, ouais. Puis, à l'époque, en 96, c'était-tu encore exclusivement des livres? Oui, au début, c'était encore des livres. Ils sont mis quand même assez rapidement à ajouter des catégories, là, on va en parler, mais au début, c'était encore des livres. Il y a une autre nouveauté qui est apparue à la même époque, c'est l'algorithme de recommandation. Ce qui est aujourd'hui la fameuse barre, les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté 3 petits points. C'est une version qui était évidemment très de base, là, c'était pas aussi spécialisé qu'aujourd'hui, mais ça a eu un énorme effet sur les ventes même à cette époque-là. Puis ça a vraiment influencé Amazon pour la suite des choses, que le secret allait passer beaucoup par des algorithmes. Et ce genre de choses. Donc, Amazon se développait un rythme fou. Il ajoutait toujours des nouvelles fonctionnalités. Il engageait toujours des nouveaux employés. Puis en fait, le slogan, à l'époque, c'était « Get big fast ». Pourquoi cette obsession de la croissance? Parce que Bezos voyait que tout le monde était en train de réaliser le potentiel d'Internet. Et il disait, là, j'ai un avantage parce que j'ai été le premier à miser dessus. Avant, mais tout le monde va vouloir faire la même affaire. Oui, puis on va se faire rattraper par des gros joueurs si on les devance pas. C'est-à-dire qu'il reste que... Ça, je peux comprendre. C'était quand même une nouvelle entreprise. Il disait, si Walmart catch, mettons, puis qu'ils se mettent à investir, mais avec tout le budget que Walmart a, je suis fait. Fait qu'il faut vraiment que je prenne autant d'avance que je peux. Puis la prochaine étape pour grossir, c'était de rendre la compagnie publique, c'est-à-dire de vendre des actions, ce qui allait faire rentrer beaucoup d'argent d'un coup. Donc, au printemps 97, Bezos a commencé à travailler sur l'introduction en bourse d'Amazon. C'est une introduction en bourse un peu spéciale
parce que Amazon proposait de vendre 2,5 millions d'actions à 13$, ce qui allait faire entrer un total de 37 millions et ils se donnaient une évaluation eux-mêmes de 300 millions. L'affaire, comme on en a parlé tantôt, comme tu l'as mentionné, c'est qu'il n'avait jamais fait de profit, puis il ne s'enlignait pas pour en faire bientôt non plus. Sa première année dans le vert, d'ailleurs, ça a été en 2003. La première année avec des bénéfices. Là, ouais. En 96, ils ont perdu 6 millions. Fait que c'était pas si simple de convaincre les investisseurs qu'une entreprise qui venait de perdre 6 millions puis qui risquait d'en perdre encore plusieurs valait 300 millions. Et pourtant, dans mes lectures, comme je te disais, il y a deux raisons qui ressortent pour expliquer le succès. Je pense que c'est peut-être des affaires aussi trop pointues, peut-être tu sais pas, mais l'évaluation d'une entreprise, c'est pas l'entreprise elle-même qui la définit. Là. C'est genre des VC, c'est d'autres investisseurs. Tu peux pas dire, hey, mon entreprise vaut tant. Oui. C'est ça. Oui. OK. Oui, en fait, c'est en lien avec le prix de vente. C'est-à-dire que, mettons, tes actions, tu dis là, le 37 millions, t'es comme, il représente un peu plus de 10%. Mettons, je mets 15% des parts d'entreprise en vente sur la bourse. Oui, OK, je comprends. Ben, si je calcule que ce 15%-là vaut 36 millions, ça veut dire que je calcule que mon entreprise, au total, le 100% vaut 300 millions. C'est une règle c'est comme Shark Tank. Si je te donne 500 000 pour 10%, ça veut dire que le total, c'est 5 millions. Oui, c'est ça. C'est une règle de 3, ben 5. Fait que c'est ça. Fait que oui, il fait sa propre évaluation. Donc, c'est ça. Il y a deux raisons pour expliquer le succès fulgurant d'Amazon dans les premières années. La première, je n'ai parlé au dernier épisode, c'est qu'Amazon ne chargeait pas les taxes à ses clients partout aux États-Unis, sauf dans l'État de Washington. Donc, ses compétiteurs, comme on s'en est parlé, mais il y avait un énorme désavantage parce que pour accoter les prix d'Amazon, il fallait qu'ils rajoutent un rabais équivalent aux taxes déjà. T'sais. Puis les livres, en partant, c'est pas nécessairement la plus grosse marge de profit. Là. Donc, il fallait qu'ils baissent le prix des livres pour compenser l'avantage fiscal d'Amazon. Et en plus, ces boutiques-là avaient des coûts d'opérations vraiment plus élevées parce que Barnes & Noble, il y avait des librairies de ça coûte plus cher à rouler. Mais le deuxième gros avantage d'Amazon dans ses débuts, c'est qu'ils n'étaient pas tenus au même standard que leurs compétiteurs. Les actionnaires des autres entreprises s'attendaient à ce que leurs actions leur rapportent, qu'ils publient des profits. Si tu es un investisseur de Target, de Walmart, de Barnes & Noble, tu t'attends à ce que ton action te rapporte l'argent à la fin de l'année. T'es pas en train d'investir pour le futur. Là. Mais il y avait un gros buzz autour des entreprises web. Les actionnaires étaient super à l'aise qu'Amazon ne fasse pas de profit et qu'ils investissent tous leurs revenus au fur et à mesure dans leur croissance. Parce qu'il y avait l'impression qu'ils investissaient dans le futur. La preuve, Amazon pensait aller chercher 37 millions à 13 $ l'action, comme je t'ai dit. Puis là, justement, il parle dans le livre de Bradstone que c'est tout un processus d'évaluer ton entreprise quand tu fais l'entrée en bourse. Souvent, tu vas engager des banquiers qui sont spécialisés là-dedans, puis tu vas un peu négocier, évaluer avec eux longtemps de « moi, je pense que ça vaut autant, mais je pense que tu as plus de chances de vendre tes actions à tel prix. » Tout un processus. Eux autres, t'es comme au maximum, tu peux aller chercher 17. Mais t'es comme au maximum, on trouve ça trop ambitieux. Il a dit, parfait, on va aller chercher 18. Fait qu'à 18$ de l'action, le jour de l'introduction en bourse, il a vendu toutes les actions sans problème. Ils ont empoché 54... Ça a vendu bien plus qu'ils pensaient, en fait. Ouais. Ils ont empoché 54 millions et le marché a super bien réagi à ça. À la fin de la journée, les actions étaient rendues à 23,50. Donc, ils les ont vendues à 18, puis déjà, ils étaient à 23,50 à la fin de la journée. Ça veut dire que le marché évaluait Amazon à 560 millions, même s'il avait fait 0 $ de profit, juste des pertes. C'est fou, là. Et, tu sais, personne d'autre avait cet avantage-là. Là. Ouais. Jeff Bezos et sa famille détenaient la majorité des actions. Ses parents qui avaient investi 250 000. Fait qu'en une journée, ils sont devenus centillionnaires. Ils n'étaient pas encore milliardaires, mais ils valaient tous dans des centaines de millions chacun. En 97, Amazon a fait 148 millions en vente. Ils ont atteint une évaluation de 1,3 milliard et ils ont perdu 27,6 millions. Pour te montrer à quel point c'est un avantage incroyable d'avoir une confiance aveugle de la part du marché, je vais te parler de Barnes & Noble, BN, l'acronyme. C'était une grosse chaîne de librairies aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent de Renaud-Bré ici ou de la FNAC en France. Wow, mon podcast est international. T'essayes vraiment. Ouais. Hey, on a genre 15% d'auditeurs français. Ils voyaient la compétition d'Amazon, Barnes & Noble, puis en novembre 1998, ils ont fait une offre pour acheter Ingram, qui est un distributeur de livres important. D'ailleurs, c'est un des 2-3 fournisseurs d'Amazon. La stratégie, en fait, c'est qu'elle allait servir d'Ingram pour vendre directement aux consommateurs en ligne. Donc, ce que tu as dit dans l'épisode, c'est comme on va laisser les gens commander directement, puis ça va partir de l'entrepôt d'Ingram au lieu de passer par nos boutiques. Et on va pouvoir comme ça faire compétition à Amazon. C'était un meilleur plan, selon eux, parce qu'ils disaient nos actionnaires, ils accepteront pas, nous autres, qu'on perde des dizaines, voire des centaines de millions pour créer tout un réseau d'entrepôts et tout ça. Sauf si on achète un distributeur, ben, ils ont déjà cette structure-là. Tout est déjà en place. Il va falloir peut-être la booster un peu pour qu'ils soient capables d'envoyer directement au consommateur, mais tout est déjà pas mal en place. Quand Barnes & Noble ont annoncé leurs intentions, Amazon ont sorti un communiqué de presse super arrogant, puis ça, c'est vraiment comme ils font ça souvent, qui était clairement écrit par Jeff Bezos, et puis invité le FTC, qui est l'Agence du commerce aux États-Unis, qui est l'autorité qui régule les transactions comme ça, à bloquer la transaction pour empêcher le monopole, et le communiqué finissant en disant... C'est très ironique, hein, Oui, complètement.
Et leur communiqué finissait en disant « Worry not, Goliath is always in range for a good slingshot ». Donc, eux se présentaient comme le David contre le Goliath qui était Barnes & Noble. L'ironie, c'est qu'après seulement 4 ans, Amazon était déjà clairement le Goliath. Il y avait moins de ventes que Barnes & Noble, c'est vrai, mais ils rattrapaient super rapidement. C'était clair qu'elle allait dépasser assez vite. Et surtout, leur évaluation à la bourse dépassait celle de tous les compétiteurs réunis. De tous les ventes, OK, de tous les autres vendeurs de livres. Fait que tu mettais Barnes & Noble, Borders, puis toutes les autres chaînes de librairies qui existent aux États-Unis, et ils valaient moins tous ensemble qu'Amazon sur le marché. Puis c'était-tu, par curiosité, OK, là, eux, ils étaient... Fait Amazon, clairement, était dans le gros de la première bulle web, là. Ouais. Puis c'était-tu la première entreprise, justement, qui était évaluée en fou, même si c'était à perte, ou il y en avait plusieurs autres? Il y avait beaucoup d'entreprises web qui étaient évaluées comme ça, puis qui avaient un chèque en blanc. Puis j'en parle plus tard, mais le gag, c'était tu mets .com à la fin de ton entreprise, puis tout le monde t'a signé un chèque en blanc. Là. Okay. Mais il y en a beaucoup qui sont effondrés, en fait. Puis Amazon fait partie des rares qui ont survécu. Spoiler. Mais oui, je m'en doutais, oui. Mais on va voir comment ils ont fait. Donc, les arguments d'Amazon ont été entendus. Le FTC a bloqué la transaction. Ils ont empêché Barnes & Noble d'acheter Ingram. Ils ne savaient pas à l'époque, mais ça a mis la hache dans leur chance de réussir à se défendre contre Amazon un jour. À partir de là, c'était le point tournant où il allait perdre. Et c'est fou. Fait que le FTC, là, c'est quand même très arbitraire dans quoi ils s'impliquent ou pas. Parce que pourquoi après ça, ils n'ont pas bloqué Amazon quand Amazon a commencé à vendre absolument tout ce qui existe? Et ça va être le sujet du dernier épisode. Je te le dis d'avance. On termine la saison là-dessus. Le dernier épisode va porter sur pourquoi le gouvernement n'a pas défait ce monopole. Mais c'est fuck up. OK, ben j'ai hâte, mais c'est parce que c'est fou. Fait que de ce que je comprends, il n'y a pas des règles claires de quand t'es plus gros que tant de chiffre d'affaires dans un domaine, il faut qu'on t'arrête. C'est vraiment... c'est vraiment, là, on va t'arrêter, puis des fois, non. Okay. C'est une interprétation qui relève quasiment de la philosophie légale du bien du consommateur. Et qui encourage beaucoup de copinage politique, puis d'affaires comme ça, j'imagine. Mais... On parle de tout ça au dernier épisode. Parfait. Donc... Très hâte pour cet épisode pas écrit encore. Oui, regarde, c'est mes secrets, quoi. Il n'est pas écrit, mais mon plan est fait. Anyway. Donc, à la même époque, Amazon avait aussi commencé à diversifier les produits qu'ils vendaient. Ils avaient dû commencer à vendre des films, des CD. En 99, ils ont commencé à vendre des jouets puis des appareils électroniques. Puis d'ailleurs, là, je profite, on parle de musique pour faire une petite parenthèse sur la personnalité de Jeff Bezos. Selon les gens qui l'ont fréquenté, il aime pas la musique. Puis pas genre, il est pas mélomane ou genre, il écoute juste ce qui passe à la radio. Il aime pas ça, la musique. Aucun type de musique. Il dit qu'il comprend juste pas l'intérêt. Mais il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui il y a pas à avoir d'oreille, puis il y a un niveau de genre, tu peux pas interpréter la musique, puis c'est genre du bruit, là. Mais je pense que c'est ça pour lui, sincèrement. Il comprend pas l'intérêt, il en écoute jamais. Il a réalisé à un moment donné, je pense quand il était à l'université, que le monde trouvait ça weird qu'il aime pas la musique. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce que t'écoutes? C'était comme, j'écoute rien. Puis son truc pour passer sous le radar dans les discussions, c'est qu'il a appris tous les noms de code des radios de la région pour donner l'impression qu'il aimait la musique. Okay. C'est tellement une stratégie bizarre. C'est comme dire, genre, hey, moi j'aime les chiens, la preuve, je peux te nommer toutes les animaleries dans le quartier. Alors, il y a l'animalerie Joufflu. Là, t'es comme, mais t'aimes pas les chiens, tu sais. Mais il a même pas appris des noms de band, il a appris des postes de radio et leur numéro. T'es comme, je peux te prouver que j'aime la radio à Seattle, il y a WKYC au 97.3. T'es comme, OK. Puis après le 11 septembre, je dis qu'on vient de faire un gros jump, là. Après le 11 septembre, il était loin de Seattle parce qu'il était allé avec des VP pour une réunion d'affaires. Puis le 11 septembre est arrivé et tous les avions étaient coincés au sol. Donc, il fallait qu'ils retournent à Seattle. Donc, ils ont loué une voiture puis il y avait un long road trip où il fallait qu'ils traversent pratiquement les États-Unis. Je pense qu'il était sur la côte est là, pour retourner à Seattle. Fait qu'ils ont loué une voiture. Puis ils sont arrêtés dans une station de service. Il n'y a pas une toune qui s'est jouée. Il n'y a pas une toune qui s'est jouée dans ce road trip-là. Ben, ils sont arrêtés dans une station de service pour prendre l'essence. Puis ils s'est dit, je vais faire plaisir à mes collègues. Je sais qu'eux autres aiment la musique. Mais il a juste pris une pile de CD dans le rack d'albums au hasard. Puis il a fait, j'ai acheté de la musique. Tenez de la musique. Puis pour lui, ça a l'air c'est complètement interchangeable. Un album ou un autre, c'est juste de la musique. Donc, puis il y a beaucoup d'analystes d'ailleurs qui pensent que c'est la raison pour laquelle Amazon s'est autant fait damer le pion par Apple avec iTunes. Amazon était super bien positionné pour être le Apple de la musique. Ils vendaient des albums, il y avait déjà une grosse infrastructure en ligne, il y avait un site transactionnel, il était à fine pointe sur le web, plus qu'Apple l'était, qui fabriquait des ordinateurs. Tu sais. Mais Jeff Bezos s'intéresse pas à la musique, puis il pensait pas que les consommateurs seraient tant intéressés à avoir plein de musique dans leur poche avec eux tout le temps. Fait c'est super intéressant comment tu peux avoir des angles morts selon...
Donc, même si on manquait le bateau de la musique numérique, parce que pour vrai, qui utilise Amazon Prime Music? Genre, je l'ai eu pendant 3 ans, puis je pense que j'ai ouvert l'app une fois, c'est affreux. Et puis ça vient d'un gars qui utilise YouTube Music, fait que j'ai pas de leçon à donner. Mais ils ont continué de croître dans plein de catégories. En 99, ils ont atteint une évaluation de 30 milliards et Jeff Bezos a été nommé la personne de l'année du Time Magazine. Mais ironiquement, 99, c'était une année qui était difficile pour Amazon et qui annonçait les défis qui s'en venaient pour 2000-2001. La première difficulté, c'est que Jeff Bezos avait finalement un adversaire qui craignait pour vrai, probablement plus que Barnes & Noble ou Borders. Amazon faisait fortune en vendant des produits sans avoir de boutique physique. Mais là, il y avait un compétiteur, eBay, qui faisait fortune d'une façon encore plus brillante. Il n'y avait même pas de marchandises. Il faisait de l'argent en permettant aux gens de se vendre des affaires entre eux autres. Il y avait juste le site, il y avait juste la structure, la plateforme. Ouais. Ça paraît drôle aujourd'hui parce que c'est clair qu'Amazon a gagné cette bataille-là. Là. Moi, en tout cas, je ne sais pas si tu as vécu cette expérience-là, mais genre au début des années 2010, j'achetais beaucoup sur eBay. Mais moi, j'ai jamais beaucoup acheté sur eBay parce que j'ai pas trop compris puis je trustais pas. J'aimais pas du tout l'affaire de bidding non plus. Là. J'aime mieux payer un prix fixe puis je vais l'avoir l'affaire. Mais je sais que c'était huge eBay. Là, puis ils ont acheté, à un moment donné, ils ont acheté PayPal parce que c'est ça, c'était devenu gigantesque. Oui. Mais il y avait jamais moi, justement, j'achetais pas parce que j'aimais pas l'affaire de bidding. Je veux un prix fixe. Mais il y a aussi que j'ai l'impression que c'était tout le temps des individuels. Il y a personne qui c'était comme un commerce qui te vendait des affaires. Mais c'est ça, il y avait des commerces. Okay. Puis à un moment donné, tu avais les boutons Buy It Now, puis là, tu peux acheter directement de l'usine en Chine, mettons. Fait que j'achetais des cossins comme un adaptateur pour une manette de Wii, ces affaires-là. Mais voilà, éventuellement, en fait, autour de 2012, je me suis mis à acheter un peu plus sur Amazon, puis pour plein de raisons que tu as nommées, c'était plus simple, t'avais l'impression que c'était plus safe. Ouais, t'avais l'impression que c'était plus legit. Je pense que c'est ça aussi qui... Ça arrivait plus vite aussi. Ils ont complètement damé le pion à eBay, mais à l'époque, tout le monde les percevait vraiment comme une grosse menace contre Amazon. Et Jeff Bezos, le premier. Fait qu'en 99, ils ont lancé leur propre page d'enchères directement sur Amazon, qui s'appelait Amazon Auctions. Et ça a été un flop monumental. Le seul client vraiment enthousiaste d'Amazon Auctions, qui a été nommé Z-Shops pendant un temps aussi, c'était Jeff Bezos lui-même. Il s'est mis à collectionner des curiosités scientifiques. Il a notamment acheté le squelette d'un ours de l'ère de glace, à l'époque, là, pas le film. Et il l'a exposé dans les bureaux avec un écriteau qui disait « Please don't feed the bear ». Fait que ça, c'est le sens de l'humour de Jeff Bezos. Oui, okay. Par contre, même si c'est un échec, ça a quand même mené à la création de Marketplace en 2000. Mais je connais pas Marketplace de Amazon. Je connais juste Marketplace de Facebook. On va en parler de Marketplace sur Amazon. C'est le service qui permet en fait à des tiers de vendre directement sur Amazon. Puis tu vois, c'est une des deux clés de voûte de leur succès. Et l'autre, c'est un autre service dont je vais aussi parler beaucoup. Et moi, je pensais qu'au début, c'était que des tiers qui vendaient sur Amazon aussi. Parce que, me semble, il y avait une affaire super sketch de... Amazon a commencé à produire des produits, éventuellement des Amazon Basics. Puis ça, c'était vraiment sketch parce qu'ils profitaient. Il y avait pas besoin de faire une étude de marché parce qu'ils prenaient ce qui se vendait déjà beaucoup sur leur site. C'était juste, OK, toi, comme fournisseur, on va te tasser puis on va juste le vendre nous-mêmes maintenant. T'es en train de vendre toutes mes punts du prochain épisode. OK, je m'excuse, tu le couperas, mais non, ça, je le couperai vraiment pas, cool. c'est correct. Ça sera un tease, mais oui, exactement. C'est vraiment, on profite vraiment de notre structure puis on va crosser tout le monde. On parle de tout ça au prochain épisode, mais ça a été un gros dossier puis ça va même revenir dans le dernier épisode. Anyway, mais la vraie crise majeure de 99, on revient à nos difficultés de la fin des années 90, ça a été la saison des fêtes. Amazon faisait beaucoup parler dans les médias, notamment il est devenu la personne de l'année du Time, et ça a créé beaucoup d'engouement. Beaucoup de clients ont décidé d'essayer ça pour la première fois, acheter sur Internet. Et en fait, c'était le premier Noël aussi où Amazon allait vendre des jouets. Ils venaient d'introduire la catégorie en 99. L'affaire, c'est que vendre des jouets, c'est un peu un art. C'est une des catégories de produits les plus tough à vendre. Parce qu'il faut être capable de deviner des mois d'avance, ça va être quoi le jouet populaire de la saison des fêtes et lesquels vont l'être moins. Puis ça a une durée de vie limitée, tu sais. Si t'es une quincaillerie, mettons que tu commandes trop de marteaux, c'est pas grave, là, tu vas pouvoir les vendre plus tard. Mais mettons que tu commandes trop de jouets de K-pop Demon Hunter cette année, ça se peut que l'an prochain, personne va vouloir acheter des jouets de K-pop Demon Hunter, tu sais. Fait qu'il faut que tu trouves le bon trend puis que tu trouves la bonne quantité. Et ça, c'est super difficile, ça fait des grosses pertes si tu rates ton coup. Cette année-là, Amazon a vraiment sous-estimé Pokémon en 99, à un point tel où la responsable des achats envoyait littéralement des employés acheter tout le stock de Pokémon dans les Costco et les Toys R Us de la région, puis même ailleurs, où il y avait des entrepôts. Juste pour pas être en rupture de stock. Là. Exact. Ils revendaient au même prix, mais était comme, faut qu'on remplisse. Ils ont même acheté tout le stock disponible sur le site de Toys R Us cette année-là. En fait, on commande juste le maximum de quantité. Aujourd'hui, ça serait bloqué, là, clairement, il y a des systèmes pour empêcher ça. Mais on était très tôt, et pour Toys R Us aussi, c'était un des premiers Noëls sur Internet, là, fait que ils n'ont pas vu ça passer. Mais la demande... Ça aurait été fou que c'est juste toutes les entreprises qui paniquent
un cercle d'entreprises qui paniquent puis qui S'achètent font juste acheter. C'est ça, qui font juste des acheter. Jigglypuff. Et finalement, ils ont inventé la crypto-monnaie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais qui font juste, c'est ça, qui font juste se racheter les mêmes affaires, mais. Puis la demande sur le site a largement, pas juste de Pokémon, mais en général, a largement dépassé ce qui avait été prévu sur le site d'Amazon. Fait que c'est là que les cadres d'Amazon ont lancé l'opération Sauver le Père Noël. Ils ont demandé à leurs employés de bureau de dire bye-bye à leur famille. Et pour les 2 prochaines semaines, vous êtes des travailleurs d'entrepôt et vous allez travailler non-stop. Mais on vous l'a formulé d'une façon intéressante pour le présenter à vos enfants. Je serai pas là pour les 2 prochaines semaines parce qu'il faut que j'aille sauver le Père Noël. Ça a été infernal, ça a l'air. Les heures étaient brutales. Il y a des employés qui racontent qu'ils allaient prendre un verre en sortant de la job à 6 heures du matin. Ils dormaient 2-3 heures, puis ils retournaient travailler avant midi. Et il y a plusieurs clients qui ont poursuivi leur commande ou en retard. Ils ont également dû déduire 39 millions en jouets invendus, parce que c'est compliqué de vendre des jouets, plus qu'on pense. Et comme si ça suffisait pas, 2000, ça allait être l'année où la bulle .com allait péter. Amazon a eu de la facilité à lever du capital dans les années 90, mais c'était pas juste vrai pour eux. Les investisseurs, comme je t'ai dit plus tôt, étaient tombés en amour avec Internet, puis il y avait la fameuse blague de « mais .com à la fin de ton nom est un chèque en blanc ». Au-delà de ça, il y avait un contexte fiscal qui était favorable aussi. Bill Clinton avait baissé la taxation sur les gains en capitaux, les taux d'intérêt étaient bas, ce qui faisait que les investisseurs étaient motivés à investir davantage. C'était vraiment facile d'avoir de l'argent pour investir. Puis les actions des compagnies du .com montaient tellement vite qu'il y avait plein d'histoires de monde qui lâchaient leur job pour juste investir en temps plein dans les compagnies techno. Mettons Qualcomm, qui est un fabricant américain de puces électroniques, qui font encore des puces de téléphone notamment, ils ont vu leur action monter de 2619% en 1999. Ça, c'est 26 fois ton investissement en 6 mois. Mais évidemment, c'était une bulle, puis les bulles, c'est comme ma femme, ça pète! Pardon? Fait que t'avais prévu cette blague-là depuis le début, puis tu me regardais dans les yeux, sachant que t'allais dit que t'allais la lire. Ça se peut que je la coupe, je sais pas encore. Mais je pense que tu peux. Moi, je pense pas que tu peux la couper. Mais je pense que moi, je vais en parler à tout le monde de toute façon. C'est la pire blague. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, OK, avec la bulle a pété. Au printemps 2000, la Réserve fédérale américaine a augmenté le taux d'intérêt. Le Japon est tombé en récession. Des articles se sont mis à sortir en disant que les dépenses des compagnies techno étaient pas soutenables. Puis tout ça ensemble, ça a fait que le monde s'est mis à vendre des actions dans le domaine. Ça s'est effondré super rapidement. Juste dans la semaine du 10 au 14 avril, les actions du Nasdaq Composite, qui est un indice boursier qui comprend beaucoup de titres techno, a perdu 25% en 4 jours. Puis Amazon n'était pas à l'abri de ce pessimisme-là parce qu'au début de l'année, il s'attendait déjà à perdre 1 milliard. D'ailleurs, en 2000, la fortune de Jeff Bezos est passée de 6,1 milliards à 2 milliards pour lui. Donc, ça a poussé un changement de philosophie chez Amazon. Les 5 premières années de leur vie, le mantra, c'était « Get big fast ». Soudainement, le mandat, c'est devenu « Discipline et évitons le gaspillage ». C'était pas une compagnie qui gaspillait. C'était déjà super frugal, me semble. C'était déjà pas une compagnie qui gaspillait beaucoup, là. Je t'ai parlé des bureaux portes, puis il y avait à peu près aucun perk, tu sais, c'était pas les glissades comme chez Google. Un des rares perks, en fait, qu'Amazon fournissait à cette époque-là, c'était l'Advil, parce que le monde avait souvent mal à la tête vu qu'ils travaillaient trop longtemps devant l'ordi, et ils ont coupé ce perk-là. Donc, une des conséquences de l'éclatement de la bulle .com chez Amazon, ça a été le départ de beaucoup des employés originaux. On était à Seattle dans les années 90, c'était la grunge, quand Amazon a été fondé, c'était quelques mois après le suicide de Kurt Cobain. On était dans cette époque-là, chemise de flanelle, tatou. Et c'était ces gens-là qui ont commencé à travailler chez Amazon au départ. Fait que c'était du monde qui était rêveur puis qui faisait ça pour l'amour de la littérature puis pour partager la littérature au plus grand nombre. Mais apparemment, Bezos les tolérait. Mais c'était clair qu'il allait les remplacer quand il allait pouvoir par le monde qui ont fait des MBA à Princeton, et c'est exactement ce qu'il a fait. Après l'entrée en bourse, il a commencé le processus. Il s'est mis à engager beaucoup d'anciens MBA justement de Princeton. Et ça a changé la culture d'entreprise. Évidemment, c'était plus des rêveurs qui voulaient partager leur amour de la littérature, mais c'était vraiment des gens d'affaires qui voulaient créer une corporation. Puis de toute façon, ces rêveurs-là aussi de la première vague, après 5 ans travailler d'arrache-pied, tu sais, je te rappelle le livreur. Oui, c'est ça, avoir 4 heures de temps libre par jour. Ils voyaient l'entreprise changer, ils étaient brûlés. Puis là, en plus, il avait eu le droit à des actions quand il s'était fait engager. Fait qu'avec l'entrée en bourse et tout ça, il était soudainement beaucoup. Il y avait soudainement beaucoup de millionnaires. Il voulait faire des buyouts, puis sacré leur cœur. Fait qu'il était comme, ouais, c'est ça. Mes parts valent 1 million, moi je m'en vais faire du kayak, puis je m'en verrai plus.
Shel Caffen, que je t'avais parlé, qui a fondé le site, qui était l'employé numéro 1, il est parti en 99 parce que Jeff l'avait tabletté. C'était un bon programmeur, mais Jeff voulait un requin capitaliste. Et il trouvait que Caffen n'avait pas assez de drive et qu'il n'était pas assez agressif. Fait qu'il donnait juste pas de mandat. Il donnait juste pas de job, puis il l'a tabletté jusqu'à temps qu'il parte par lui-même. Depuis, d'ailleurs, Caffen est devenu un critique d'Amazon. Il a investi sa fortune dans la Fondation Caffen, qui est un organisme qui finance des causes de gauche. Pour une fois, je suis d'accord avec Jeff Bezos. Caffen n'était pas le meilleur employé qu'Amazon n'ait jamais eu. Une des façons que trouve Amazon de s'en sortir, ça a été de signer une entente avec Toys R Us. Je t'ai parlé de leur fameux Noël de 99. Sur papier, ça semblait une super idée parce que les deux compagnies avaient les problèmes inverses. Amazon avait probablement déjà la meilleure structure pour magasiner en ligne, mais il s'était planté en essayant de prédire le marché des jouets. Toys R Us avait le problème exactement inverse. Il y avait une expertise dans le milieu, dans le marché des jouets, mais il n'y avait pas encore la structure web puis la structure de livraison pour aller au bout de leurs ambitions. Fait que c'était comme un mariage parfait. Ils se sont mis à négocier, il paraît que c'était pénible, que toutes les négociations en fait avec Amazon sont pénibles, qu'ils vont vraiment s'obstiner sur chaque virgule. À la première rencontre, Jeff a laissé une chaise vide qui devait représenter le client. Fait qu'il y avait une chaise vide autour de la table parce qu'il faut pas qu'on oublie le client. Voilà. Finalement, l'entente qu'ils ont prise, c'est celle-là. Toys R Us allait être le fournisseur d'Amazon pour les jouets les plus populaires, mais Amazon avait le droit de s'approvisionner ailleurs pour des jouets plus nichés. Donc, Toys R Us avait l'exclusivité. C'était eux qui vendaient sur le site d'Amazon, mettons, les 250 jouets les plus populaires. Okay. Après, s'il y avait un jouet vraiment plus précis, Amazon avait le droit d'aller chercher ailleurs. Et à l'inverse, si tu allais sur le site de Toys R Us pour commander des jouets, ben, c'était Amazon qui assurait la transaction. Fait que les deux faisaient de l'argent à chaque fois que les jouets étaient vendus. Puis au début 2001, ce deal-là a fait des petits parce qu'au début 2001, Amazon a signé des deals semblables avec Borders, qui était l'autre grosse chaîne de librairie, AOL Shopping Channel, qui était du téléachat, et Circuit City, qui est comme Radio Shack. L'équivalent de Radio Shack, exactement. La source. La source. Donc, c'est tous des deals qui avaient l'air gagnant-gagnant sur papier, mais en vrai, les seuls gagnants de ça, évidemment, ça a été Amazon. Ils se sont fait payer pour bénéficier de l'expertise d'autres compagnies dans des marchés qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ont appris les marges de profit, les produits les plus populaires, les variations au fil des saisons. Et tout ça en étant payé des millions pour apprendre ça. Les données, c'est super précieux chez Amazon. Et là, il y avait il y en avait un paquet. Un paquet de données. Et en plus, ben, ces entreprises-là remettaient à plus tard leurs investissements dans les infrastructures en ligne parce que c'était justement ça la stratégie. Oui, fait que ça retardait la potentielle compétition aussi. Exact, parce qu'ils savaient que nos actionnaires ne nous permettront pas d'investir les milliards qu'il faudrait qu'on mette pour développer cette structure-là nous-mêmes. Mais en même temps, pendant qu'ils mettaient ça entre les mains d'Amazon, ben, ils accumulaient du retard, puis c'est un retard qui était fatal pour beaucoup d'entre eux. Borders et Circuit City ont fait faillite en 2008 et Toys R Us ont fait faillite aux États-Unis en 2018. Sont encore présents au Canada, mais même on apprenait cette semaine qu'ils ont fermé, je pense, 7 magasins. Là. Je pense pas, ça ne doit pas aller très bien. Ça achève aussi Toys R Us au Canada. Une autre façon qu'a trouvé Amazon de survivre à la crise, ça a été de s'attaquer à ses critiques. Il y a un analyste de la banque Lehman Brothers qui s'appelait Ravi Surya, qui écrit une analyse qui a beaucoup circulé à l'époque, qui prédisait qu'Amazon n'allait pas survivre. En gros, son point, c'était qu'ils payent 130 millions d'intérêts juste sur leurs dettes chaque année. Ils n'ont aucun plan pour faire des profits et les investissements en tech ont ralenti, fait qu'ils peuvent plus compter sur l'argent des investisseurs pour s'en sortir. Amazon en ont fait une affaire personnelle. Les hauts cadres d'Amazon ont rencontré les patrons de Ravi Surya plusieurs fois pour qu'ils mettent de la pression sur Surya pour qu'il se taise. D'ailleurs, Bradstone a rencontré Surya des années plus tard. Là, et il a dit « J'étais un kid de 29 ans, j'essayais juste de faire ma job et ils m'ont bully. Tout le monde m'a hissé chez Lehman, il n'y a plus personne qui me parlait dans les bureaux. Ils ont ruiné ma vie pendant 2 ans. » Ce qui est quand même fucké quand tu y penses. C'est très intense, oui. Mais lui, c'était pas un journaliste ou quelque chose, c'était un banquier, genre. Ouais. Fait que c'est quand même très... ce qu'il disait, c'était pas au public, là. C'était après ça, tu sais, les banques partageaient leurs analyses, mais c'est lui qui a écrit l'analyse sur Amazon. Puis je peux comprendre que... Tu sais, finalement, à l'avenir, il a donné tort, là, mais sur papier, ses arguments étaient pas mauvais. C'était des mathématiques, en fait. Oui. C'était pas un truc personnel. C'était pas l'Internet, ça va passer de mode. Là, donc, mais ce qui a vraiment sauvé Amazon à l'époque, et c'est encore en grosse partie du secret de leur succès aujourd'hui, c'est le flywheel. Et je vais terminer l'épisode en te présentant le fameux flywheel d'Amazon. Donc, à la fin de l'été 2001, Bezos a organisé un lac à l'épaule avec ses vice-présidents, puis a invité Jim Collins, qui est un auteur et consultant en affaires, qui s'apprêtait à sortir un livre qui s'appelait Good to Great. Et dans ce livre-là, il avait étudié Amazon. Puis ce qu'il leur a dit, en fait, c'est il faut que vous trouviez dans quoi vous êtes vraiment bon. Et Bezos a lu le livre et il a emprunté un concept qui est expliqué dans ce livre-là, qui était le fameux flywheel. J'ai cherché l'équivalent en français de c'est quoi un flywheel. Ça se traduit littéralement par volant. C'est un peu la roue dans un engrenage, en fait. Okay. Mais je pense que la traduction, en fait, ce que nous, on utilise plus en français, c'est un cercle vertueux.
OK. Donc, l'idée, c'est que plus que tu renforces un des éléments du cercle, plus que ça renforce les autres parties du cercle et le cercle tourne de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc, Bezos et ses lieutenants sont mis à dessiner ça serait quoi le cercle vertueux d'Amazon qui allait nourrir l'entreprise et ça allait comme suit. Plus on baisse les prix, plus on a de clients. Plus on a de clients, plus on a un gros volume de vente et plus on peut attirer des tiers sur Marketplace. Et plus le volume de vente augmente, plus on rentabilise les investissements dans notre entrepôt, dans notre structure de livraison et nos serveurs. Et plus on a de serveurs d'entrepôt, plus on est efficace et plus on est capable de baisser les prix. Donc ça, c'est le cercle vertueux. Okay. Je résume, plus de bas prix, plus de clients, plus de vendeurs, plus de volume, plus de structure, plus de bas prix. Puis c'était pas des bas prix dans... que ça soit à perte. C'est juste, on baisse nos prix tant qu'on peut se le permettre. Oui, parce que nos coûts d'opération sont de plus en plus bas. Fait qu'on a besoin d'une moins grosse marge de profit pour soutenir nos activités. Ouais. Ça paraît simple, là, dit de même, mais ça leur a vraiment permis de comprendre leur entreprise. Et ça semblait, en fait, Bezos a pris action vraiment vite de ça. Ça semblait contre-intuitif pour une entreprise qui était au bord du gouffre. Mais à ce moment-là, il a décidé de baisser encore plus les prix sur les livres et les films. Il a décidé qu'il fallait toujours qu'il y ait les prix les plus bas parce que c'était le seul avantage de Walmart ou Target. Il était comme, on est en ligne, on a nos coûts sont plus bas, d'opérations sont plus bas, on est plus pratique, on peut livrer chez le monde, on a tous les avantages sauf celui des bas prix. Fait que si on a les bas prix, ils n'ont plus aucun avantage contre nous. Ils sont aussi mis à offrir le shipping gratuit pour les commandes de plus de 100$ pendant les fêtes, parce que ça aussi, ça allait dans le sens de la flywheel. Ça a coûté cher, là, ils ont perdu des millions avec ça. Mais à l'époque, le shipping gratuit, c'était pas commun. Ouais. Tout le monde te faisait payer ton shipping. Lui, il s'est dit, c'est un obstacle de plus pour les clients. On va l'inclure. T'sais. Donc, il a fait la même chose quand Harry Potter et puis ça encourage des grosses commandes. Exact. Parce que des fois, t'es à 80$, t'es comme, OK, je vais acheter une autre affaire pour avoir le shipping gratuit. Exact. Quand Harry Potter et la Coupe de Feu est sorti, en 2001, je pense, il l'a vendu à 40% de rabais en pré-vente et il garantissait la livraison gratuite le jour même de la sortie du livre. Fait que tout le monde allait avoir son livre, mais à 40% de rabais. Il perdait une couple de piastres par livre vendu. Ils en ont vendu 250 000. Donc, on peut estimer qu'il a perdu pas loin d'1 million. Juste en une journée à vendre des Harry Potter. Mais ça a eu un énorme effet médiatique. Il y a eu plein d'articles sur le fait qu'Amazon offre Harry Potter la sortie la plus attendue. Puis je sais pas en tout cas de cette époque-là, mais comme les 3 premiers sont sortis un peu en même temps. Puis après, il y avait eu de l'attente pour les autres livres. C'est ça, c'est à partir du 4 qu'il y avait de l'attente, puis c'est devenu un phénomène quand il sortait en librairie. T'sais. Et ça a nourri la fameuse Flywheel. Tout ça a fait qu'en janvier 2002, Amazon a annoncé son premier trimestre dans le vert. 5 millions, là, c'était pas énorme. T'sais, il a perdu 1 million juste avant d'Harry Potter, mais c'était la première fois qu'il y avait un profit. Ouais. Puis au printemps 2003, ils ont sorti un communiqué de presse pour dire qu'ils avaient fait des gros bénéfices pour Noël 2002. C'est un peu le communiqué de presse qui célébrait on est sorti du gouffre. Là, on est maintenant sur la pente montante. Et le communiqué a un titre vraiment bizarre. C'était « Meaningful Innovation Leads, Launches, Inspires, Relentless Amazon Visitor Improvements ». Pourquoi ce titre... Il a pu plugger Relentless. Mais pourquoi ce titre super étrange? Parce que quand tu prends la première lettre de chaque mot, ça donne le mot milliravi. Là, tu vas me dire, milliravi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'ils ont créé à l'interne pour parler d'une erreur mathématique d'1 million ou plus. Et c'est un terme qu'ils avaient créé, en fait, pour rire de Ravi Surya, en disant que son analyse, il faisait une grosse erreur et qu'il avait fait un milliravi, une erreur de plus d'1 million de dollars dans son calcul. Fait que c'était le terme pour humilier à l'interne un analyste dans vingtaine qui faisait juste sa job. Puis personne n'est au courant, mais il aime tellement le mot qu'il veut que... Ouais. Puis c'était une joke à l'interne. Leur communiqué pour annoncer qu'ils étaient finalement sortis du bois, qu'ils allaient commencer à faire des profits, ben ils l'ont titré pour rire d'un jeune analyste qui avait osé les remettre en doute. Fait que si ça te donne pas une idée... Ça feel très Elon Musk. Le petit côté très petty, là. Mais c'est très Jeff Bezos aussi. Okay. Il est très, très petty. Parce que, oui, le communiqué et le titre, c'était son idée. Ça a été confirmé par ses collaborateurs. Donc, le côté petty et même bully, je dirais, d'Amazon, c'est très présent très tôt dans leur histoire. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du prochain épisode. Amazon, comment ils ont été des bullies envers ça va être crunchy. Le reste de l'industrie. Donc, on va voir comment ils ont bullié le reste de l'industrie dans le prochain épisode. Très hâte. Voilà. Mais là, c'est tout pour aujourd'hui. C'est là qu'il tue les petits libraires, en fait. C'est dans le prochain épisode qu'il va tuer les petits libraires. Oui. Mais là, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai la gorge très sèche. Est-ce que... C'est un long stretch. C'est notre plus long stretch à date, je pense. Oui. Ouais. Mais là, je t'ai pas demandé dans les autres épisodes. Je m'excuse. Fait qu'on se rattrape maintenant. Où est-ce qu'on peut te suivre, Colin?
On peut me suivre sur les réseaux sociaux, Colin Boudria. Je suis humoriste dans la vie et je fais d'autres podcasts. Fait que, Et très très beau, même si l'humour ça vous intéresse pas, si vous voulez voir des Instagram et thirst TikTok, traps, c'est des options. Je fais pas beaucoup de thirst trap pour vrai, mais je vais m'y mettre. Ok, ben, je pense que c'est ça qui te manque pour être juge au chanteur masqué l'an prochain. Voilà, fait que Colin Boudria, il peut me suivre également à PL Wallet sur Instagram. Donc merci de nous écouter et on se retrouve au prochain épisode pour parler de Amazon le Bully. À bientôt.